Donc dans cette troisième partie, je vais proposer une réponse positive au sujet. En montrant premièrement que répondre à un désir, c'est commencer par le faire parler. Parce que si répondre à un désir est si difficile, c'est parce que le désir formule mal sa demande et s'exprime mal. C'est ce que montre Paul Ricoeur à partir des analyses freudiennes dans son texte de l'interprétation, en disant que le désir est une réalité biface, un être frontière mixte. En effet, Paul Ricoeur, à la suite de Freud et de Schopenhauer, qui ont eu tendance à... Paul Ricoeur, excusez-moi, va montrer que Freud et Schopenhauer aussi, par contre-coup, ont eu tendance à réduire le désir à sa dimension biologique, à un ensemble de pulsions pour Freud ou à un vouloir vivre aveugle pour Schopenhauer. Or, ces deux auteurs ont bien dû constater, et se sont en quelque sorte dédits dans leur propre philosophie, que ce vouloir vivre et ces pulsions prennent toujours le chemin de représentation, prennent le chemin d'énoncé. On peut juger ces représentations illusoires, comme chez Schopenhauer, sauf qu'elles existent bien. Elles existent à travers ses intentions, mais aussi chez Freud, ses rêves, ses lapsus, que le psychanalyste étudie dans son cabinet. Donc le psychanalyste, il décrit d'un côté le désir comme un ensemble pulsionnel, mais il a affaire au désir comme à un ensemble d'énoncés, souvent lacunaires, incompréhensibles. Donc, Paul Ricoeur, il faudrait bien le montrer, conclut qu'on ne peut pas réduire le désir à une force anonyme et sauvage, que dans cette poussée, il y a une visée, et c'est ce qui fait que le désir devient humain. C'est ce qui fait que cette force du désir se fait signe et entre dans le monde de la culture. Je cite Paul Ricoeur, « Si le désir est l'innommable, il est originairement tourné vers le langage, il veut être dit, il est en puissance de parole. » Donc c'est un concept à la limite de l'organique et du psychique, de la nature et de la vie sociale. Mais souvent, et c'est là qu'on revient à notre sujet, attention, tout ce long développement que je viens de faire, c'est pour vous rafraîchir la mémoire, mais ça devrait être résumé en deux phrases. Il faudrait vraiment insister sur l'idée que eh bien, le désir est une force qui tend à devenir signe, une poussée qui devient une visée et veut accéder au monde des signes. Souvent, donc, ce désir peine à se convertir, cette force peine à se convertir en signe intelligible, elle peine à se sublimer en sens, et donc produit des actes ou des énoncés incompréhensibles. Je retiens ici l'exemple de Lali pour illustrer cette difficulté. Exemple emprunté à La bête humaine d'Émile Zola. Effectivement, Jacques Lantier, le personnage principal de La bête humaine, est très souvent pris comme possédé par des pulsions sexuelles irrépressibles pour des femmes qui se transforment dans le feu de l'action en pulsions meurtrières, sans qu'il ait au préalable l'intention de les tuer. Donc le personnage est comme submergé par un désir qu'il ne comprend pas et qui demeure pour lui inintelligible. Et d'ailleurs, c'est cette part de désir, c'est cette part dans le désir que Zola qualifie de bête. C'est ça la bête. Et voilà, cette bête est censée être humaine, mais cette bestialité ne parvient pas à trouver un chemin vers l'humanité, à sublimer, à prendre véritablement la parole. Et cette bestialité ne fait que se décharger dans une violence qui se trouve en deçà du langage et que le personnage vit comme un échec. Voilà. On a là une demande dans ce désir-là qui n'a pas réussi à parler. Et donc, qui s'est déchargé
Mais c'était peut-être pas ça, répondre à son désir. Autre exemple que vous pouviez prendre, l'exemple de Citizen Kane. Charles Foster Kane devient progressivement pour lui-même et pour les autres une énigme. Et son désir de réussite produit des signifiants lacunaires, incompréhensibles. Pourquoi menace-t-il ses collègues de les frapper à coups de luge? Alors on comprend à la fin du film que cette luge, sur laquelle est inscrite l'expression bouton de rose, est le symbole de la blessure psychique qu'il a ressentie enfant lors de la séparation prématurée d'avec ses parents. Voilà. Mais ces deux exemples nous montrent que souvent le désir échoue à parler. Et donc, je reviens à notre sujet, répondre à un désir, c'est chercher à reconstituer son sens lacunaire. C'est chercher à saisir le signifié, auquel ce signifiant mystérieux, donner des coups de luge par exemple, renvoie. Et la psychanalyse représente une entreprise de dialogue continu avec nos désirs qui a pour vocation de restaurer et de restituer le sens de ces désirs par l'intermédiaire d'une conscience déchiffreuse, la conscience du psychanalyste, qui aide le patient à reconstituer un récit cohérent là où il n'y a que des énoncés balbutiants. Je cite encore une fois Paul Ricoeur. À mon avis, c'est ce passage-là qu'il aurait fallu citer. Voilà. Comme homme du désir, je m'avance masqué, l'arwatus prodeo. Du même coup, le langage est d'abord et le plus souvent distordu. Il veut dire autre chose que ce qu'il dit. Il a un double sens, il est équivoque. Voilà. Ou encore, un petit peu avant, comment la parole vient-elle au désir? Comment le désir fait-il échouer la parole et échoue-t-il lui-même à parler? Voilà. Donc, répondre à un désir, c'est le faire parler. Vous pouviez utiliser cette référence que vous aviez sous la main. Je vous en propose une autre que je trouve très intéressante, celle encore de Françoise Dolto. Françoise Dolto nous montre que répondre au désir d'un enfant, c'est d'abord aider l'enfant à mettre des mots sur son désir, à parler son désir, en faisant entrer ses pulsions naturelles dans la sphère des représentations. Et en faisant cela, on permet à l'enfant trois choses. Premièrement, on lui permet de communiquer avec nous et d'accomplir ce que ça demande. Revenons à Lacan, derrière l'appétit de la satisfaction, il y a la demande de relation, et donc on lui permet d'accomplir ce que sa demande a d'inéluctablement social et intersubjectif. Donc répondre à un désir, c'est le faire parler pour le faire entrer en communication avec les autres. Parce qu'au fond, c'est ça que veut tout désir. Deuxièmement, répondre à un désir, en le faisant parler, c'est lui ouvrir un monde de possibles. Pourquoi? Parce que la pulsion, au départ, elle ne veut rien de particulier. Elle n'a pas, si on revient à Freud, elle n'a pas d'objet attitré. Elle cherche juste à se décharger par tous les moyens. Et en demandant à l'enfant de signifier son désir, on lui ouvre un monde de représentation avec toutes les richesses du vocabulaire et toutes les promesses de plaisir qui sont corrélées. Parce que le monde de l'enfant, souvenez-vous de ce que nous avait dit Alain, n'est pas d'abord un monde de choses, il n'accède aux choses que par les mots, c'est un monde de signes, et donc un univers signifiant étriqué sera inéluctablement corrélé à un univers, une réalité et un plaisir eux-mêmes limités. Enfin, troisième avantage, en faisant parler le désir de l'enfant, on lui permet de se mettre à distance de ce qu'il éprouve. Et on l'aide aussi à comprendre l'impossibilité de toute satisfaction complète. On apprivoise, par la médiation du langage et donc de la réflexion, vous voyez,
dire mon désir, comme dire ma douleur, j'ai mal, c'est s'extraire de cette douleur. C'est se représenter soi-même comme ayant mal, soi-même comme étant désirant. Et donc ainsi, l'enfant, en s'extrayant de son désir, euh, apprivoise la part d'échec qu'il y a dans tout désir et qui est imposée par le principe de réalité, et il comprend qu'il faudra nier certains de ses désirs au nom de la vie sociale ou au nom des contraintes du réel. Voilà. Donc, première idée, répondre à un désir, c'est d'abord le faire parler, rendre compréhensible la demande qu'il formule. Deuxième idée, répondre à un désir, c'est aussi lui ouvrir le monde qu'il appelle de ses voeux. Voilà. Et donc là, je reviens encore à Françoise Dolto. Si le désir se distingue du besoin, c'est précisément par sa portée exploratoire, par son ouverture sur l'extériorité et sur la nouveauté. Et donc, répondre à un désir, c'est soutenir ce désir vers le nouveau et vers l'inconnu. Si vous donnez à un enfant ce qu'il réclame, sans faire entrer son désir dans le monde riche des représentations et des signes, sans lui demander de négocier dans le temps, dans l'espace, avec les autres son désir, vous le faites régresser au niveau du besoin. Je lis ce texte que je vais vous envoyer de Françoise Dolto. L'éducation doit veiller à soutenir le désir vers le nouveau. En entrant en communication avec lui, avec l'enfant, à propos de ce qu'il désire, on lui ouvre un monde de représentation, de langage, de vocabulaire qui sont autant de promesses de plaisir. Une fois qu'il a son bonbon, ou pire son chewing-gum, les parents ont peut-être la paix, quand vous avez donné à l'enfant ce qu'il réclame. Mais l'enfant ne parle pas, n'observe rien. Il est centré sur son tube digestif. Son désir est mis au niveau du besoin, puisque ses parents l'ont satisfait, sans doute parce qu'il serait angoissé de ne pas le faire. Résultat, cet enfant est obligé de chercher de nouveaux désirs d'une façon incohérente, sans entrer dans le langage. L'enfant n'a pas besoin de bonbons. Il en demande un pour qu'on s'occupe de lui, pour qu'on lui parle. Si on lui dit « Comment serait ce bonbon rouge ?» À ton avis, on se met à parler du goût du bonbon, de sa couleur, etc. On dessinera même un bonbon et l'enfant aura complètement oublié qu'il voulait en manger un, etc. Je vais un petit peu plus loin. Parler les désirs, les représenter, partir des désirs pour entrer en communication avec les autres, par la parole et non dans le corps à corps. Voilà ce qui fait la culture, la littérature, la sculpture, la musique, la peinture, le dessin, la danse. Voilà ce qui fait fabriquer ce que l'on n'a pas obtenu. Représenter le désir en inventant, en créant. Quand l'enfant veut avoir un jouet qu'il n'a pas, il invente n'importe quoi pour le remplacer. Si on lui donne le jouet, il est rapidement cassé, il ne peut plus rien inventer et il lui faut en racheter un autre. Voilà, donc il y a beaucoup d'idées dans ce que je viens de dire qui reprennent à la fois mon premier argument et ce deuxième argument. Mais ce que veut nous dire ici Françoise Dolto, c'est que l'éducation, son rôle vis-à-vis du désir, c'est effectivement pas de lui répondre de manière immédiate et systématique au risque de le faire régresser vers le besoin et que l'enfant ne soit que tube digestif ou que l'enfant face au jouet qu'il a réclamé finalement s'ennuie et n'invente pas, n'innove pas, ne déploie pas son imagination. Le rôle de l'éducation, ex ducere, c'est de conduire le désir hors de son état premier et indigent. C'est d'aider le désir à voir au-delà de son propre plaisir et de toujours maintenir ouverte la question que le désir pose, honorer la dimension interrogative et exploratoire du désir. Donner au désir ce qu'il réclame sans s'interroger sur ce qu'il réclame, ou même sans l'interroger lui-même sur ce qu'il réclame, comme on fait avec l'enfant, cela conduira fatalement au désappointement. Et cette idée, vous voyez que répondre au désir, c'est lui ouvrir un monde de possibles, le monde de possibles qu'il vise finalement secrètement, eh bien,
C'est un argument que vous pouviez tout à fait conduire avec la référence à Renaud Barbaras, mais à condition de vraiment dire cette référence dans les termes du sujet. Alors comment est-ce qu'on aurait pu procéder avec Renaud Barbaras? Et puis au moment où vous rédigerez, ceux qui doivent rédiger la troisième partie, vous choisirez soit Renaud Barbaras, soit Françoise Dolto. Moi j'aurais dit, avec Renaud Barbaras, que effectivement, on se rend compte dans l'expérience du désappointement que le désir, désire quelque chose au-delà de l'objet qu'il vise, et que cette visée, que ce désirer, c'est une totalité, c'est une ouverture qu'aucun objet singulier ne peut lui donner. Et en effet, si le désir n'est comblé par aucune réponse particulière qu'on pourrait lui apporter, c'est parce qu'il veut tout, parce qu'il veut que rien ne reste hors de son champ. Vous voyez, on est assez proche de ce que dit Françoise Dolto. Finalement, le désir, contrairement au besoin, il a cette portée exploratoire. Ce qu'il désire, c'est le monde, nous dit Renaud Barbaras. C'est déplier la profondeur de l'expérience. Donc, répondre au désir, cela ne peut pas consister à lui donner l'objet visé qu'il réclame explicitement. Le bonbon, le chewing-gum, etc. Mais c'est soutenir cette visée plus profonde, dont Renaud Barbaras nous dit qu'elle est particulièrement accomplie dans l'amitié ou dans l'amour. Car là où les choses, le bonbon, etc., font en partie écran au monde et arrêtent le mouvement du désir qui se repose dans la satisfaction, l'autre, précisément, est, comme il le dit, un chemin de monde. Et là, on pourrait faire référence à la très belle page proustienne des jeunes filles en fleurs, où à travers les yeux de ces jeunes filles, c'est tout un monde qui s'ouvre au narrateur. Voilà. Donc là, vous voyez l'idée du monde, de ce caractère exploratoire ouvert du désir qu'il faut, si vous voulez, soutenir, eh bien, c'était aussi une réponse possible. C'est ça, répondre à un désir. C'est lui ouvrir le monde qu'il désire au-delà de l'objet qu'il vise. Voilà. Et donc, c'est ne pas tomber dans le piège facile de la satisfaction. Mais c'est exigeant de soutenir cette dimension interrogative et exploratoire du désir, parce qu'il faut accepter peut-être ce premier moment de la frustration. Donc voilà. Et j'aimerais bien que vous compreniez que dans ces deux premiers arguments, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ne pas satisfaire immédiatement le désir, c'est pas le nier ou le mutiler. Au contraire, voyez, c'est peut-être l'accomplir véritablement. Et c'est ça, vraiment, je trouve, le grand défaut de vos copies, c'est que vous vous êtes contenté de la dialectique, soit on répond à un désir et on le satisfait, soit on le satisfait et donc soit on ne le satisfait pas et donc on n'y répond pas, au nom de la vie sociale, du principe de réalité, etc. Mais, je le répète, réfréner un désir, eh bien, ce n'est pas le nier, c'est une manière d'y répondre, de le raffiner, de lui ouvrir un monde de possibles qu'il souhaite implicitement. Et on aurait très bien pu penser aussi à la référence hegelienne. L'esclave dit non à son désir immédiat de consommation, mais pour mieux accomplir son désir véritable par le détour civilisateur du travail et de l'effort. Voilà. Et donc, exaucer, c'est ça que ça veut dire, c'est porter plus haut la demande de mon désir pour être fidèle à son véritable appel, excusez-moi, et ne pas l'enfermer dans les demandes maladroites qu'il formule spontanément. Voilà. Alors je pense que dans cette dissertation, on pouvait encore aller plus loin. Et ça serait presque ma conclusion. Alors, je pense qu'une très bonne dissertation pourrait s'arrêter là, ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que répondre véritablement à un désir, c'est au-delà de la satisfaction, lui ouvrir toutes les richesses d'un monde. Mais je crois qu'il y avait encore une autre option qui consistait à montrer que tout désir véritable n'est pas une question, mais une réponse. Et que dans tout désir authentique,
Eh bien, le désir n'a pas l'initiative de la demande. Parce qu'en effet, si on revient à Françoise Dolto, à Renaud Barbaras, on voit que les réponses ici, dans cette troisième partie, font un peu système. On constate que le désir est recherche de nouveauté, de transcendance. Il veut se dépasser. Contrairement au besoin qui vise à maintenir les conditions de notre existence, le désir vise à les intensifier. Et pensez au narrateur proustien qui veut pénétrer des salons, des vies qui accéléreraient, qui intensifieraient la sienne. Et donc toute réponse au désir doit être à la hauteur de cette requête informulée présente dans le désir. Dans tout désir, on espère sortir de soi, on attend l'inattendu, euh, on attend quelque chose qui nous ferait sortir de l'orbe et de la prison de notre ego. Mais justement, si on en reste au schéma de la question-réponse, si on considère que c'est l'ego, c'est le moi, qui pose la question et qui formule la requête, ne doit-on pas comment dire, constater que ce pauvre moi est contraint de recevoir des réponses calibrées aux demandes qu'il aura lui-même formulées. Et l'espérance du désir sera condamnée à être frustrée. En effet, ce manque, cette requête, cette question que le désir exprime, est encore trop pleine de nous-mêmes. C'est nous qui en dessinons les contours. Et cette difficulté, c'est celle que perçoit très bien Emmanuel Lévinas dans Totalité et Infini. Tant qu'on conçoit le désir sur le modèle du besoin, on le conçoit à partir d'un manque préalable, et on manque finalement la visée véritable du désir. On pense le désir sur le modèle de la question-réponse, du manque et de la réplétion, et on fait avorter finalement prématurément son aventure parce qu'on l'enferme dans le geste autocentré et négateur de la satisfaction. Or, Emmanuel Lévinas nous montre que le désir n'aspire pas au retour, car il est nostalgie d'un pays où nous ne naquîmes point. Cela signifie que la réponse que le désir recherche ne peut pas être la réponse à la question qu'il pose lui. La réponse à cette question que moi je pose à mes demandes, cette réponse, ça ne peut être que le frisson égoïste de la jouissance, pour Emmanuel Lévinas. Quand j'obtiens ce que je recherchais, je ramène tout à moi et finalement, je ne jouis que de moi et j'éprouve du désappointement. Vous voyez, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de penser et de dire et de développer les thèses d'Emmanuel Lévinas dans les termes du sujet, réponse, question, etc. Il n'a pas parlé de tout ça, réponse, question, mais moi, j'essaye de reformuler ces analyses ici en lien direct avec le sujet. Et c'est ce bricolage que vous devez faire le jour J. Donc, Emmanuel Lévinas nous montrerait que pour honorer véritablement le désir, il faut le décentrer. Il faut comprendre que ce n'est pas lui qui formule la question ou la requête. Je cite Emmanuel Lévinas, le désir est une aspiration que le désirable anime. C'est le désirable qui anime cette aspiration. C'est pas le sujet désirant. Il naît à partir de son objet. Il est révélation. Alors que le besoin est le vide de l'âme. Il part du sujet. Excusez-moi. Le besoin part du sujet, le désir part de l'objet. Le besoin est une question posée par le sujet. Le désir est une question posée par l'objet au sujet désirant. Tout comme Dante, au début de la Divine Comédie, eh bien, s'engage dans ce périple qui le conduira à se dépasser lui-même, à surpasser l'humain, comme il écrit à la fin, pour répondre à l'appel de Béatrice, qui se tient dans le paradis et qui l'attire à lui.
Il ne s'engage pas de lui-même dans ce chemin. Donc, le désir ne s'origine pas dans notre subjectivité, car ce qui vient de moi ne peut que revenir à moi. C'est plutôt l'altérité du monde, ou plus souvent pour Emmanuel Lévinas, l'altérité de l'autre, qui m'appelle et qui creuse en moi un désir qui ne préexistait pas. Et c'est souvent ainsi que le désir se manifeste dans nos existences. Il nous rejoint par là où on ne l'attendait pas, le coup de foudre, etc. Il nous surprend. Et, euh, et donc le désir est une réponse. Le désir est une réponse à une question dont nous n'avons pas l'initiative. Et c'est peut-être là la condition pour qu'il nous satisfasse véritablement, au-delà de ce que nous avions même espéré. Alors évidemment, il faudrait en conclusion mettre un petit bémol. Cela suppose tout de même que le désir de l'autre ne soit pas lui-même une visée prédatrice, qu'il ne cherche pas dans son désir à prendre le pouvoir sur nous. Parce qu'on retomberait dans le travers analysé plus haut avec Jacques Lacan, ce désir de l'autre nous ferait céder sur notre propre désir. Mais justement, il faut que ce désir, comme celui de Béatrice pour Dante, nous permette de soutenir notre propre désir, de nous élever au-delà de nous-mêmes et de ne pas céder sur notre propre désir. Voilà. Donc vous voyez, dans cette dernière idée, on en profiterait pour repenser complètement la définition du désir. Spontanément, au début de notre dissertation, on pensait que répondre à un désir, c'était répondre à la question que le désir posait. Mais en réalité, on comprend dans ce dernier argument que le désir n'est pas une question, le désir est déjà une réponse. Une réponse souvent à un autre désir, et donc vous voyez, on relie les deux sens de la formule, ou réponse à l'appel du désirable.